Donc bonjour à tous et bonjour à ceux qui nous suivent sur le web également. Et bienvenue donc, à ce 5e cours du cycle Programmer égale démontrer, la correspondance de Curie Howard aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se demander si on peut changer le monde. Alors il n'y a pas d'allusion à une actualité récente, c'est est-ce qu'un programme peut changer le monde? Et ça fait référence au style dit impératif de programmation. Et donc un style dans lequel un programme a des effets sur le monde. Et alors, c'est pas du tout le cas de la programmation fonctionnelle pure qu'on a étudié jusqu'ici. Dans ce modèle, le calcul, dans ce paradigme, exécuter un programme, c'est juste calculer son résultat final. On peut appeler ça une forme normale, on peut appeler ça une valeur. Mais les différentes étapes qui mènent au résultat final n'importent pas vraiment. Et alors dans certains cas, on peut aussi observer que le programme ne termine pas, donc on a un calcul qui est infini, une divergence, bien qu'un certain nombre de systèmes de type, justement, interdisent cette divergence, garantissent la terminaison, ce qui fait qu'il y a encore moins de choses à observer sur le programme. Et donc, à l'opposé, dans le monde réel, avec beaucoup de guillemets, parce que j'aime pas du tout cette expression, on a cette intuition que l'exécution d'un programme a des effets sur le monde extérieur. Le programme affiche des choses à l'écran, le programme écrit des données dans des fichiers, le programme communique sur le réseau avec d'autres machines. Le programme, si c'est un logiciel de contrôle-commande embarqué, dans un véhicule, dans un appareil électroménager, il va lire des capteurs et puis envoyer des commandes vers des actionneurs. Donc, l'exécution d'un programme peut avoir des effets sur le monde extérieur. Et dans la vision impérative de la programmation, vous savez, la vision recette de cuisine, on exécute une étape, puis l'autre, l'exécution d'un programme a aussi des effets sur l'ordinateur lui-même. Typiquement, il va changer la mémoire, affecter des variables, affecter les cases de tableau, allouer, modifier, libérer des structures de données mutables. Et puis, il va aussi avoir des effets sur le contrôle, sur le flot de contrôle à travers son propre code, comme par exemple sauter à un autre point du code, avec des exceptions, avec des continuations, comme on a vu la semaine dernière, avec du backtracking, avec du long jump en C, ce genre de choses. Et quand on essaye de donner une sémantique précise à ces effets, ce n'est pas évident. Alors bien sûr, il y a les sémantiques opérationnelles qui, d'une certaine manière, gardent l'intuition qu'on est en train de décrire une machine qui va faire enchaîner des calculs étape après étape. Mais un peu plus abstrait, il y a ce désir de donner des sémantiques dénotationnelles. Donc des sémantiques qui ont un élément de syntaxe, une expression, une commande, une fonction, font correspondre à un objet mathématique bien compris. Alors, au début de cette pratique, c'était des lambda termes purs. Donc ça, c'est l'école de sémantique dénotationnelle de Strachey, de Landin, où on comprend en fait les langages comme Algol 60 par traduction dans le lambda calcul pur. Et puis après ont été introduits des objets un peu plus mathématiques, plus abstraits, comme par exemple les domaines de Scott, donc, qui sont des ensembles de fonctions continues, enfin des ensembles partiellement ordonnés avec des fonctions continues dessus, donc un peu de topologie, dans les années 70 et 80. Ça peut être des jeux à 2 joueurs, ça peut être d'autres objets mathématiquement bien compris. Et alors autant, si vous partez du lambda calcul simplement typé, par exemple, la dénotation d'une fonction, c'est juste une fonction. C'est presque trivial. Autant, si vous avez des effets, par exemple, si vous avez un état mutable, il faut réfléchir un peu plus. Donc ça, c'est l'exemple que j'avais pris dans la leçon inaugurale. La commande x égale x plus 1, donc, qui veut dire incrémenter x, si on la lit directement comme une formule mathématique, ça ne veut rien dire. X, en général, n'est pas égal à x plus 1. Et donc, il faut réfléchir un peu à ce que ça veut vraiment dire. Et ce que ça veut vraiment dire, c'est que la commande transforme un état. Si on part d'un état où x vaut n, dans la case mémoire associée à x, il y a l'entier n, et qu'on exécute x égale x plus 1, on arrive à un état où x vaut n plus 1. Et les autres variables, les autres cases mémoire n'ont pas changé de valeur. Et donc la dénotation d'une commande C, ça devient une fonction des états dans les états. Donc S, c'est state, donc état. Donc une fonction de l'état S1 au début de l'exécution de C vers l'état S2 à la fin de l'exécution de C. Et du coup, la séquence enchaînée de commandes, C1 suivi de C2, ça devient la composition des dénotations. D'accord ? On compose, la dénotation de C1 nous emmène jusqu'à l'état mémoire intermédiaire au niveau du point virgule, et puis celle de C2 nous donne l'état mémoire après C2, donc après la séquence.
Maintenant, si c'est des expressions qui peuvent avoir des effets de bord, comme en Lisp ou en Camel, donc maintenant, on a aussi une valeur de retour de type t, et donc la dénotation, c'est une fonction qui prend un état initial s et vous rend une paire de la valeur finale t et de l'état final s'. Et donc voilà, donc avec ce genre de technique, on peut donner des sémantiques dénotationnelles à des langages qui ont un état mutable. Et la même technique permet aussi, cette technique qui consiste à passer l'état courant en argument et en résultat supplémentaire des calculs, des fonctions, permet aussi de programmer des algorithmes impératifs dans des langages fonctionnels purs, comme Haskell, Agda ou Coq. Et alors, quid des autres effets? Il y a un certain nombre de trucs et astuces qu'on peut appliquer sur nos sémantiques dénotationnelles. Par exemple, on peut changer la forme des résultats. Une expression E de type T, son résultat, elle n'a pas forcément un seul résultat de type T, en fait. Sa dénotation, ça peut être un ensemble de T. Et ça rend compte de non-déterminisme. Plusieurs valeurs sont possibles pour l'expression. La dénotation de E, ça peut être une somme, soit une valeur de type E, soit une exception. Pardon. Et ça permet de modéliser les exceptions. On peut aussi jouer le jeu des continuations et du style à passage de continuation qu'on a vu la semaine dernière. Et la sémantique peut être paramétrée par une ou plusieurs continuations. Avec une continuation, vous pouvez exprimer les opérateurs de contrôle, le goto non local. Avec deux continuations, une pour le cas de succès, une pour le cas d'échec, vous pouvez exprimer les exceptions d'une autre manière et vous pouvez exprimer du backtracking. Bon, donc on y arrive, mais tout ça est un peu ad hoc et pas vraiment modulaire. Ajouter un effet change toute la sémantique, ou vous conduit à réécrire tout votre programme purement fonctionnel qui implémentait un algorithme impératif. Donc est-ce qu'on peut faire plus abstrait? Est-ce qu'on peut faire plus modulaire? Et c'est la question à laquelle les monades, l'approche à base de monades, tentent de répondre. Alors le mot monade veut dire beaucoup de choses. À l'origine, c'est un concept de philosophie, de métaphysique, très exactement, qui apparaît dès Platon. Et alors, je ne vais pas essayer de vous l'expliquer, mais Leibniz a fait tout un traité de monadologie, par exemple, où il a vraiment développé cette idée. Donc dans les années 60, c'est le nom que MacLean donne à une structure en théorie des catégories, qui existait un peu avant. Godman appelait ça la construction standard. Donc monade au sens de structure catégorique. Alors ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est les travaux de Moji vers 1989, 1990, 91, donc qui utilisent les monades comme outil sémantique pour décrire les langages avec effet. Et peu de temps après, donc Phil Wadler se rend compte aussi que la même technique permet de programmer avec des effets dans le langage pur. Et donc ça, c'est une technique qui a été très développée par la communauté Haskell. Et puis, ça donne aussi des moyens pour programmer, mais aussi raisonner sur les programmes avec effet dans des systèmes comme Coq ou Agda. Donc parlons un peu des travaux pionniers de Moji dans ce domaine. Donc Moji a envie de modéliser la programmation avec effet. Et donc de la même manière que le lambda calcul pur, c'est bien pour modéliser la programmation fonctionnelle pure, Moji cherche à construire un lambda calcul computationnel, computational lambda calculus, et des principes d'équivalence pour raisonner sur les programmes avec effet exprimés dans ce lambda calcul. Et alors il décide, dès le début, de distinguer clairement entre les valeurs et les calculs. Donc les calculs, les computations, c'est quelque chose qui peut produire un certain nombre d'effets, et à la fin, une valeur. Et une valeur, c'est un résultat de calcul, c'est quelque chose qui est inerte, qui ne produit plus d'effets. Et donc, il décide en particulier de leur donner des types différents. Alors que dans un langage comme Camel, ça a le même type, un entier 2 a le type int, mais un calcul compliqué qui renvoie un entier, il a aussi le type int. Et donc, il choisit de dire qu'un calcul produisant une valeur de type A va avoir un type de la forme T de A, où T est un constructeur de type qui dépend des effets considérés, et du style de sémantique qu'on veut donner. Par exemple, donc, pour un langage déterministe pur sans effet, T de A, ça va être A. Mais pour un langage non déterministe, où on peut avoir plusieurs valeurs possibles pour une expression de type A, T de A, ça va être un sous-ensemble de A, une partie de A, ou une liste de A, ou un multi-ensemble de A. Si le langage a des exceptions, T de A, ça va être A, la somme disjointe A plus E. Donc soit une valeur de type A, soit une exception de type E.
Si le langage a un état mutable, T de A, ça va être un de ces transformateurs d'état qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça va être le type S flèche A croix S. Donc S est le type des états. Et c'est donc le type des calculs qui prennent un état mémoire initial et renvoient à la fois une valeur A et un état mémoire final S. Si on est en style à passage de continuation, d'accord, T de A, ben, ça va être le type des termes CPS transformés, c'est-à-dire A flèche R, si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, A flèche R étant le type des continuations qui attendent une valeur de type A pour continuer le calcul, et R étant le type du résultat du programme. Alors, définir T, ça ne suffit pas. Pour donner une sémantique au langage avec effet, il faut aussi se donner deux opérations de base sur les calculs. Il y a une opération que je vais appeler le ret, qui est le type A flèche T de A, et donc vous lui donnez une valeur de type A, et vous renvoie le calcul trivial qui produit immédiatement la valeur V et aucun effet. Donc c'est une injection des valeurs dans les calculs. Et puis le bind, qui est une forme de composition séquentielle, avec passage d'un résultat. Et donc vous lui donnez un premier calcul qui va produire une valeur de type A, donc il l'effectue. Ensuite, il passe cette valeur de type A à ce deuxième argument, qui maintenant va effectuer un calcul renvoyant un B, et le tout vous donne un calcul qui renvoie une valeur B. Donc c'est vraiment une composition séquentielle avec passage de la valeur renvoyée par le premier calcul au deuxième calcul. Et donc, typiquement, ça s'écrit bind A de lambda x.b. D'accord ? Donc, petit a, c'est le premier calcul. Sa valeur résultat est liée à x. Puis, on effectue le calcul B et on renvoie le résultat. Alors, juste un petit mot de terminologie. Donc là, je parle de monade ici. C'est un petit abus de langage qui est venu après. Donc techniquement, T, ret et bind, ça forme ce qui s'appelle un triplet de Kleisli en catégorie. C'est équivalent en théorie des catégories. Donc c'est équivalent à une monade. Ça n'est pas exactement une monade. Mais ensuite, donc Wadler et les programmeurs fonctionnels dont je fais partie ont un peu ignoré cette distinction. Et on appelle ça une monade aussi. Alors, il y a des lois sur ces opérateurs qui essentiellement disent que le ret est neutre à gauche et à droite pour le bind. Donc si vous avez un calcul trivial, ret de V, vous liez son résultat et vous l'injectez dans F, ben c'est la même chose que d'appliquer F à V. Et symétriquement, si vous faites un calcul A et vous injectez son résultat dans le calcul ret, qui est une fonction de type A flèche T de A, ben c'est la même chose que de faire juste A. Et enfin, il y a une associativité. Donc si vous faites bind sur un calcul qui lui-même une composition bind de A et de F, en fait, vous pouvez commencer par faire A, donc bind A, et puis ensuite bind de f de x, et puis finir par G. Alors oui, donc je vous disais qu'une monade en théorie des catégories, c'est pas exactement ça. Donc effectivement, en théorie des catégories, c'est un autre triplet, donc T état mu, donc le état qui a le même type que le ret et qui a le même sémantique intuitive, donc A flèche T de A, et le mu qui est un opérateur qui prend en fait deux niveaux de T, donc un calcul T, enfin en termes de calcul, c'est un calcul qui vous renvoie un calcul qui vous renvoie un A, et aplatit ça, entre guillemets, en un calcul qui vous renvoie juste un A. Alors, une autre manière de voir, c'est un peu si on voit ça comme des mots, comme un monoïde, donc ça c'est... d'une certaine manière, c'est prendre une seule lettre A et en faire un mot. Et ça, c'est prendre un mot dont les lettres sont des mots, et puis aplatir le tout et obtenir juste un mot dont les lettres sont des lettres. Et puis, il y a l'aspect fonctoriel. Étant donné toute fonction de A flèche B, on sait la remonter, la lifter en une fonction de T de A flèche T de B. Et donc, bon, je ne vais pas en dire plus parce que les deux présentations sont reliées. On peut dériver l'une de l'autre en prenant ret égale état, puis en définissant bind comme ceci, ou mu et T de F comme cela. Bon. Alors, continuons avec quelques exemples de monades, pour préciser un peu plus. Donc, on a déjà mentionné le non-déterminisme, où T de A, c'est un ensemble de A, un ensemble fini de A, on peut dire. Donc c'est quoi le ret pour cette monade? C'est simplement le singleton. Une valeur V, ça vous donne un calcul qui n'a qu'une valeur possible, qui est V. Et le bind à F, c'est une espèce de grande union. Donc pour toutes les valeurs possibles de A, on calcule les valeurs possibles de F de X, et puis on fait l'union de tout ça.
Et alors, comme dans la plupart des monades, cette monade offre aussi d'autres opérations qui, elles, sont spécifiques au non-déterminisme. Donc, il y en a essentiellement deux, fail et choose. Donc, choose, ça choisit de manière non déterministe entre deux calculs. Et donc, on peut voir ça comme prenant l'union des valeurs possibles de A et de B. Et fail, ça dit c'est impossible, le calcul échoue. Et ça, en fait, on peut voir ça comme un calcul qui n'a aucune valeur possible. Et en particulier, choose de fail et de A, c'est la même chose que A. Un autre exemple, les exceptions. Donc on a déjà dit, T de A, le type des calculs renvoyant une valeur A, ça va être la somme de A et de E, donc soit une valeur de type A, soit une valeur d'exception de type E. Le ret, c'est juste l'injection gauche d'une valeur dans la somme. Et le bind, il y a deux cas. Si le premier calcul s'est terminé normalement par une valeur V, on le passe à la suite du calcul F, mais si le premier calcul s'est terminé par une exception, donc avec une exception, une valeur d'exception de E, alors on ne fait pas le calcul F et on propage cette exception comme résultat du bind. C'est ça la sémantique d'une exception, c'est d'interrompre la séquence des calculs. Alors, comment on fait pour lever une exception? On a l'opération raise qui consiste simplement à injecter la valeur d'exception E dans A plus E. Et puis, on peut aussi exprimer les gestionnaires d'exception, try A with X flash B, comme une analyse de cas en fait, sur A, suivant que A c'est inj 1, dans ce cas-là c'est une valeur normale, il n'y a pas d'exception à rattraper, on renvoie juste la valeur, ou inj 2, auquel cas il faut faire le gestionnaire d'exception petit b. Encore un autre exemple, l'état mutable. Donc le type de la monade c'est S flèche A croix S. Où S c'est le type des états. Et donc là, on a un style, donc un passage d'état. Renvoyer une valeur V, c'est juste prendre un état initial S, le renvoyer inchangé, parce qu'il n'y a pas de modification de l'état avec la valeur V. Et le bind, eh bien, c'est tisser, threader, to thread en anglais, l'état à travers le calcul. Donc on prend un état initial S1, on le passe à petit a, qui nous renvoie une valeur à un état intermédiaire S2, et on passe les deux à F pour la suite du calcul. Et là encore, on peut se donner un certain nombre d'opérations spécifiques. Ne passez pas devant le projecteur, s'il vous plaît. Ça se voit sur l'enregistrement ensuite. On a donc des opérations spécifiques, typiquement accéder à des références, donc des cases mutables, des tableaux à une cellule, à une entrée qu'on peut modifier. Donc get renvoie la valeur courante de la référence L, et ça, donc le S, c'est un mapping des identifiants de référence L vers des valeurs. Get de L, c'est juste aller chercher S de L comme valeur, et l'état est inchangé. Et set de L et de V, qui est changé, affecté la référence L par la nouvelle valeur V, donc ça change l'état. C'est ça, en fait, l'opération de base qui modifie l'état, et ça renvoie une valeur triviale. Les continuations. Encore une fois, donc le type T de A, c'est A flèche R flèche R. A flèche R, c'est le type des continuations. A flèche R, c'est le type d'un terme en forme CPS. Il attend une continuation, il va rendre le résultat final. Et donc renvoyer une valeur V, c'est juste prendre une continuation et lui donner tout de suite la valeur V. Et bind de A et de F, c'est prendre une continuation, exécuter A avec une autre continuation qui récupère la valeur de X de A et la passe à F avec la continuation K du bind. Et là, eh bien, on peut à nouveau définir les opérateurs de contrôle, comme on l'a vu la semaine dernière, comme call CC ou C de F par manipulation de la continuation. Alors c'est pas fini, on peut combiner plusieurs effets. Vous pouvez avoir un langage par exemple dans lequel vous avez des états mutables et des exceptions. C'est le cas de Camel, de Java, de beaucoup de langages largement utilisés. Alors une manière de faire ça, c'est de dire T de A, un calcul qui renvoie un A, c'est donc quelque chose qui prend un état mémoire initial, renvoie un état mémoire final et soit une valeur A, soit une exception E. Si vous avez un état mutable plus des continuations, comme dans le langage Scheme, vous pouvez dire je vais prendre un état initial S et une continuation. La continuation attend non plus juste ma valeur, mais aussi mon état mémoire final. Si vous voulez combiner continuation et exception, vous pouvez dire ma continuation elle attend une somme, soit un A, soit un E. Vous pouvez dire j'ai deux continuations. La continuation normale qui attend un A et la continuation d'exception qui attend un E. Et suivant que je vais lever une exception ou pas, je vais lancer une ou l'autre continuation.
Alors, si vous avez envie de vous entraîner, vous pouvez écrire le ret et le bind pour ces 4 monades. Vous verrez que le type vous guide très fortement. Alors après, il y a une technique plus systématique pour combiner les effets et construire un effet au-dessus d'un autre qui s'appelle les transformateurs de monades. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et puis, c'est pas fini. Il y a une espèce de catalogue des monades, un peu comme dans l'opéra de Mozart, le grand air du catalogue. Il y en a en fait tout un paquet qui chacune capture un aspect intéressant de calcul avec effet. Par exemple, juste, allez, quatre exemples et puis j'arrête. Par exemple, la monade environnement, donc, qui est une forme de monade d'état mais très simplifiée, où on prend un état mais on ne le modifie jamais. D'accord ? Donc, de cette manière, tous les calculs ont accès à un environnement qui peut être, par exemple, un record avec des informations supplémentaires. Et du coup, le ret, c'est juste prendre l'environnement E et l'ignorer. Bind à F, c'est juste distribuer, prendre un environnement E et le distribuer sur les 2 branches du calcul. D'accord ? D'abord sur A et sur E, et sur F, excusez-moi. Alors, symétriquement, on a la monade de journalisation, la writer monade. Donc là, c'est l'idée que chaque expression peut aussi ajouter des messages, d'accord, dans un journal. Et donc, en fait, le résultat d'un calcul, ce n'est pas juste un A, c'est A croix string, ou toute autre structure de données qui peut accumuler les messages. Et du coup, le ret, c'est juste la chaîne vide, donc en fait l'élément neutre pour la concaténation de chaînes. Et le bind, c'est faire les 2 calculs en séquence, et puis on obtient donc 2 chaînes S1 et S2 qu'on concatène, 2 morceaux de journal qu'on concatène. Après, alors oui, avec les calculs probabilistes, on peut faire des choses très drôles aussi. Donc c'est un peu une forme plus élaborée de non-déterminisme où chaque choix a une probabilité, d'accord, d'être pris. Alors une manière de modéliser ça, c'est de dire, c'est un peu comme du non-déterminisme, on a un ensemble de résultats possibles, simplement chaque résultat vient avec sa probabilité. Donc c'est en fait une distribution. Grand I, c'est l'intervalle 0,1. D'accord. Donc chaque valeur possible A vient avec sa probabilité. Et à la fin, on obtient une forme de distribution des résultats. Mais une autre manière de faire ça, c'est plutôt par une variante de la monade de continuation, où cette fois-là, la continuation, en fait, c'est une mesure. On lui donne une valeur A, et elle nous dit qu'est-ce qui contribue à ce qu'on veut mesurer à la fin. Bon, je ne vais pas m'attarder davantage, mais je vais plutôt revenir maintenant aux travaux de Moji, donc sur son lambda calcul computationnel. Donc une fois qu'on s'est donné une monade, on peut en fait faire un petit langage autour qui va ressembler au lambda calcul, avec des variables, des fonctions, des applications. On peut y ajouter un peu de structure de données, des produits, des sommes, des types inductifs. Et puis, donc, on a le calcul trivial, val de M, qui va être interprété par le ret de la monade. Et puis, le séquencement de calcul, qui va être interprété par le bind, mais avec une syntaxe un peu plus jolie, qui est let x reçoit la valeur de M in N. Donc ça, c'est vraiment le let que vous avez en camel, par exemple. Donc, à la fois, il exécute M puis N et enchaîne leurs effets, et il donne aussi à N accès à la valeur x de M. Et donc sur ce calcul, on a des équivalences de programmes. Alors il y a celle du lambda calcul, la bêta équivalence et la eta équivalence, et puis il y en a 3 qui viennent des propriétés de la monade. En fait, c'est les 3 lois monadiques qui sont réexprimées ici en termes d'équivalence entre termes de lambda calcul computationnel. Et puis, alors, dans ce petit langage, on peut écrire des programmes. D'accord. On peut s'en servir bien sûr comme cible d'une sémantique dénotationnelle, mais on peut aussi programmer directement dedans. Et par exemple, donc ça c'est un exemple dans la monade de non-déterminisme, on veut calculer toutes les permutations d'une liste L. D'accord. Donc ça on peut dire c'est un calcul non déterministe qui va me renvoyer une permutation de L. Et c'est quoi une permutation de L? Bon, si L est vide, il n'y en a qu'une, c'est la liste vide. En revanche, si L se compose de head et de h consté, alors en fait, on peut l'obtenir en permutant t et en insérant h quelque part dans t', donc qui est t permuté. Et insérer x quelque part dans une liste L, ça aussi, ça c'est un calcul non déterministe parce qu'on peut choisir de l'insérer en tête, donc faire x const L,
ou essayer de l'insérer dans la queue de la liste L, récursivement. Alors, ce n'est pas possible si elle est vide, donc si elle est vide, on échoue, cette branche échoue, et donc seulement cette branche peut être prise. En revanche, si L est de la forme H constée, on peut tout à fait insérer X dans T et remettre H en tête. D'accord ? Et ça, en fait, ça énumère toutes les permutations possibles d'une liste. Alors, bien sûr, vous pouvez écrire ça directement sous forme d'une fonction qui renvoie une liste de listes, mais c'est beaucoup moins naturel, voilà, beaucoup moins clair. Alors, donc, ce qu'on peut aussi faire avec ce lambda calcul monadique, donc, comme je disais, c'est donner des sémantiques dénotationnelles pour, par exemple, un langage fonctionnel impur, où les effets sont implicites. Ça, c'est le cas de Camel ou de Scheme. Et l'idée, c'est simplement de le traduire en lambda calcul computationnel avec des effets monadiques qui sont rendus explicites. Puis ça va aussi rendre explicite la stratégie d'évaluation. Et donc ça, c'est une transformation de programme qu'on appelle la transformation monadique, qui est un peu une généralisation de la transformation CPS qu'on a vue la dernière fois. Par exemple, en appel par valeur, d'accord, donc une constante se traduit par val de cette constante, on renvoie juste la constante immédiatement. La lambda, j'ai oublié quelque chose, un lambda se traduit en val d'un lambda, d'accord, puisque une lambda abstraction c'est déjà une valeur, il n'y a pas de calcul. En revanche, il faut transformer récursivement la valeur m. Une variable x, là aussi ça devrait être val, il y a beaucoup d'erreurs dans ce transparent, excusez-moi. Une variable x en appel par valeur, c'est déjà une valeur, c'est déjà évalué, d'accord, donc on peut la renvoyer directement. Et l'application de fonction, donc c'est là en fait qu'on enchaîne les calculs. Donc par exemple, on commence par évaluer m, d'accord, lier sa valeur à f, puis on évalue n, l'argument, lier sa valeur à a, et on finit en appliquant f à a. En appel par nom, les cas constantes et fonctions ne changent pas, il y a la même erreur ici. En revanche, maintenant, une variable, ça n'est plus une valeur, c'est un calcul, d'accord, donc il faut continuer à l'exécuter. Donc la traduction de x, c'est x. Et quand on a une application de fonction, m appliquée à n, il faut évaluer m pour obtenir sa valeur fonctionnelle f, mais là, on peut lui passer directement le calcul qui est sous-jacent dans l'argument n. On n'a pas besoin d'évaluer n. Et si vous clignez des yeux et que vous vous souvenez un peu du cours de la semaine dernière, vous voyez que la transformation CPS, c'est juste la transformation monadique dans la monade des continuations. Vous corrigez les erreurs dans ce transparent, vous remplacez val et let par ret et bind des continuations, et par leur définition, vous obtenez exactement la transformation CPS. Et l'effet sur les types peut se décrire aussi un peu comme on avait fait pour la transformation CPS. Donc un terme de type A devient un calcul, donc quelque chose de type T de A, ou plus exactement de A légèrement transformé, A étoile. Donc si le calcul a un type de base, entier, booléen, iota, donc iota étoile c'est iota. En revanche, si on a une fonction, et là aussi il manque des parenthèses, donc A flèche B, parenthèse étoile, alors ça dépend un petit peu de si on est en appel par valeur ou en appel par nom. En appel par nom, donc une fonction, ça devient une fonction qui attend un calcul de A et qui renvoie un calcul de B, donc traduction de A flèche traduction de B. En appel par valeur, une fonction reçoit un A déjà évalué, donc c'est un A étoile, et renvoie un calcul qui va évaluer un B, donc c'est un crochet B. Voilà. Et maintenant, il est temps de se poser la question habituelle de Curie-Howard. D'accord, donc on a vu des monades, on a vu des transformations monadiques sous l'angle de la programmation. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire sous l'angle plutôt logique, sous l'angle de proposition, de transformation de proposition et de transformation de démonstration? Alors la réponse est un petit peu décevante. Donc pour certaines monades spécifiques, comme les continuations ou les exceptions, il y a une interprétation logique qui est intéressante. Et puis en général, il y a un lien, mais pas très convaincant, avec le logique modal. Donc on va revoir les deux. Donc, je vous ai déjà un petit peu donné l'idée, là, en rapprochant la transformation monadique et la transformation CPS. Donc vous vous rappelez du cours précédent que la transformation CPS en appel par nom, ça vous donne une traduction négative relative de la logique classique dans la logique minimale. Et donc, la traduction monadique en appel par nom pour les continuations, ça vous donne une traduction négative relative de la logique classique dans la logique minimale. Et donc, la traduction monadique en appel par nom pour les continuations, ça vous donne une traduction négative relative de la logique classique dans la logique minimale. Et donc, la traduction monadique en appel par nom pour les continuations, ça vous donne une traduction négative relative de la logique classique dans la logique minimale. Et donc, la traduction monadique en appel par nom pour les continuations,
c'est une traduction intéressante d'un point de vue de la logique, et qui vous envoie la logique classique dans la logique minimale. Et l'opération call-cc de la monade correspond à une loi classique, la loi de Clavius, mirabile consequentia. L'opérateur C de Fehlhausen correspond à l'élimination de la double négation, une autre loi classique. Donc voilà une monade et une transformation monadique intéressante d'un point de vue logique. Alors de même, si vous regardez la monade des exceptions, et la traduction monadique en appelle par nom, ça vous donne en fait une traduction de la logique intuitionniste dans la logique minimale. Donc la logique minimale, rappelez-vous, c'est il n'y a pas le faux et il n'y a pas le ex falso quodlibet, la règle qui dit qu'à partir de l'absurdité, à partir du faux, on peut prouver n'importe quelle proposition. Et donc ce que fait cette traduction au niveau des types, donc au niveau des propositions, c'est essentiellement de rajouter un ou e, d'accord, le ou e étant le plus e de la monade des exceptions, c'est-à-dire soit je vous prouve quelque chose relié à la proposition initiale, soit je vous donne une preuve de e. Et du coup, faux implique P, ça devient quelque chose de la forme E implique quelque chose ou E, et donc ça devient prouvable dans la logique, il n'y a plus besoin de le supposer comme axiome. Et ça correspond exactement à l'opération race des exceptions. D'accord ? Donc quand vous levez une exception, vous êtes en train en fait d'éliminer une contradiction, dire non, là c'est pas possible, donc falso, donc ex falso, je fais ce que je veux, quodlibet. Vous n'aviez jamais pensé à une levée d'exception comme ça. Et bon, mais maintenant, est-ce qu'on peut dire quelque chose d'un peu plus général ? Alors, si vous regardez longuement les types des opérations de la monade, le ret et le bind, et que vous avez un peu de culture logique, ça peut vous faire penser à des règles de logique monade, logique modale, excusez-moi, le constructeur de type T étant vu comme une modalité sur une formule logique. Alors, un très bref tutoriel sur la logique modale. Donc, c'est des logiques dans lesquelles on peut avoir plusieurs qualités du vrai. Et donc, on va représenter ça dans les formules en qualifiant les propositions logiques par des modalités. Alors, par exemple, donc depuis Aristote, déjà, on distingue les vérités essentielles et les vérités contingentes. Vérité essentielle, c'est une vérité qui est vraie tout le temps, absolument, comme par exemple 2 plus 2 égale 4. Une vérité contingente, c'est une vérité qui est vraie maintenant. Et ici, par exemple, nous sommes le 12 décembre 2018 à Paris. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les auditeurs dans la salle, c'est pas vrai pour ceux qui nous suivent sur l'enregistrement. D'accord ? Donc ça, c'est une vérité contingente. Et puis, symétriquement, aux vérités nécessaires, il y a les vérités possibles. Et qui, donc, possiblement et nécessairement, donc ça fait deux modalités qu'on note carré et pour nécessairement et losange pour possiblement. Et en logique classique, c'est relié par une dualité, bien sûr. Non P est nécessaire, donc P est nécessairement faux, si et seulement si, il est impossible que P soit possible. D'accord ? Donc non, possiblement P. Et de même, il est possible que P soit faux, s'il est faux que P est nécessaire. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Alors encore une fois, donc, il y a aussi plusieurs lectures de ces modalités. Donc celle qu'on vient de faire, la lecture qu'on vient d'utiliser, carré égale nécessairement, losange égale possiblement, c'est ce qu'on appelle la logique modale doxastique. Alors une logique qui est modèle très utilisé par les gens qui font du model checking. La vérification par modèle, c'est plutôt une interprétation temporelle. Donc le carré, c'est la modalité pour toujours. Une propriété est vraie maintenant et à toutes les dates dans le futur. Et la modalité losange, c'est un jour. Il existe une date dans le futur où la proposition sera vraie. On peut aussi avoir une interprétation plus géographique. Le carré, c'est vrai partout, dans tous les lieux. Et le losange, c'est vrai quelque part, dans un endroit du monde. Puis il y a encore d'autres modalités, par exemple dans les logiques épistémiques, où il y a plusieurs agents qui ont des connaissances différentes. Il y a une modalité qui est connue par un certain agent ou par un ensemble d'agents. Bon.
Et alors, il y a de nombreuses axiomatisations différentes de ces modalités, suivant le sens qu'on souhaite leur donner. Et ça fait une littérature très abondante et très indigeste. Par exemple, dans la logique modale S4, peut-être la plus connue, les règles pour la modalité nécessairement, c'est ces 4 règles-là. Et puis, vous avez les règles pour l'autre modalité par dualité, par négation. Bon. Voilà, donc c'était ma brève introduction à la logique modale. Et maintenant, revenons à nos monades. Donc, quand on voit le type de ret, effectivement, on peut le lire comme A implique possiblement A. Donc la monade T, ce serait la modalité possiblement. Et effectivement, A implique possiblement A, c'est valide en logique modale. A est vrai maintenant, donc A est possiblement vrai. Mais alors, le type de bind est logiquement faux. C'est pas vrai que si A est possible et que A implique possiblement B, alors possiblement B. Parce que A est possible, par exemple en logique temporelle, à une date future, alors que là, on a besoin que A soit possible maintenant. A soit vrai maintenant, excusez-moi. Alors symétriquement, on peut dire, bon d'accord, le T, le constructeur de type des monades, ça va être la modalité nécessairement. Là, le type ou pour toujours. Là, le type de bind est valide, mais pas celui de ret. C'est pas vrai que A implique nécessairement A. Bon, donc ça va pas. Et en fait, il y a une modalité assez peu connue qui correspond vraiment au typage des monades. C'est la modalité relaxée, lax modality en anglais, la modalité laxiste, je ne sais pas trop comment on traduit, donc, qui a été introduite par Mendler dans les années 90, dans un contexte très différent. En fait, il s'intéressait à la vérification formelle de circuits. Et donc, il avait des propriétés sur les circuits qui sont vraies, disons, à coup sûr, et d'autres qui sont vraies sous certaines hypothèses sur le fait que le circuit s'est stabilisé, que l'horloge n'est pas trop rapide, etc. Et donc, il s'est dit qu'il pouvait représenter ça par une modalité, rond P, qui veut dire P est vrai sous certaines conditions. D'accord. Et donc, il a donné 4 axiomes pour cette modalité, et qui, en fait, correspondent bien au type des opérateurs des monades, en particulier dans la présentation MacLane. D'accord. P implique rond P, c'est le type du ret, du état d'une monade en théorie des catégories, et rond P implique rond P, c'est le type du mu, du join. Et effectivement, on peut réaliser les axiomes de la modalité par des termes du lambda calcul computationnel. Un peu comme dans l'interprétation BHK, on réalise des formules de la logique intuitionniste par des lambda termes purs. Bon, donc on a un peu une interprétation en termes logiques, mais en termes d'une logique modale peu connue. Alors après, il y a un autre codage modal qui a été découvert peu de temps après par Fenning et Davies, où en fait, ils ont découvert un encodage de cette modalité relaxée, modalité laxiste, dans les modalités usuelles, nécessairement et possiblement. Alors le collage n'est pas très joli, mais donc l'idée est que pour un type de base I, vous ne changez pas. Pour une fonction de A dans B, ça va devenir une formule de la forme nécessairement A implique B. Et pour un calcul monadique de type T de A, ça va devenir possiblement nécessairement A. Alors qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? En logique temporelle, il y a une petite intuition. Donc l'idée, c'est qu'une valeur de type A, c'est quelque chose qui est stable vis-à-vis d'effets futurs. Ça ne va pas changer dans le futur, même si vous affectez, vous changez des continuations, etc. Et donc, on peut dire qu'une valeur de type A, c'est pour toujours G un A. D'accord, donc carré, traduction de A. Alors qu'un calcul de type A, c'est quelque chose qui n'est pas encore une valeur de type A, mais un jour, une fois qu'il aura fini tous ses calculs, fait tous ses effets, vous donnera une valeur de type A. Et donc, d'où un type de la forme un jour, je vous donnerai pour toujours un A. Bon, donc ça donne une interprétation, quelque part ça répond à la question d'origine. C'est peut-être ça le Curie-Howard des monades. Le problème, c'est que d'un point de vue logique, ce n'est pas très intéressant. Cette combinaison de modalités en particulier, donc possiblement pour toujours, enfin un jour pour toujours, ou possiblement nécessairement, n'a vraiment pas de jolies propriétés logiques. Donc voilà.
Et donc maintenant je vais passer à un autre point de vue, qui est plutôt, donc c'est plus maintenant la question quelle est la logique derrière les monades, c'est plutôt est-ce que des monades peuvent nous aider à faire de la logique, et en particulier des logiques de programmes, donc raisonner sur des programmes. Et alors, oui, quand on se place dans un langage avec des types dépendants. Donc ça, le séminaire de Mathieu Sozo, là, dans une heure, va également beaucoup reparler de types dépendants. Mais donc dans un langage à type dépendant, comme Agda, Coq, F-star, on peut écrire des types très précis, comme par exemple pour une fonction qui prend un x de type A et une preuve que la propriété P de x est vraie et vous renvoie une valeur de type B. Donc ça, on peut voir ça comme une précondition. C'est une fonction qui a une précondition. Mon argument doit vérifier le prédicat P. Symétriquement, quand vous produisez une valeur de type Y de type B, vous pouvez la mettre dans un type sous-ensemble avec aussi une preuve que la propriété Q de Y est vraie. Et maintenant, si vous mettez les deux ensemble, pour tout x a, je prends une preuve de P de x et je renvoie une paire dépendante d'un y de type B et d'un terme de preuve de la propriété Q de xy, vous avez en fait défini une fonction des a dans les b qui a pour précondition P et pour postcondition Q. En termes de logique de Hoare, par exemple. Et un exemple que Mathieu nous montrera peut-être tout à l'heure, c'est sur la division euclidienne. Vous pouvez mettre une précondition, le deuxième argument B doit être strictement positif, parce que divisé par 0, on n'y arrive pas. Et le résultat, ce n'est pas juste un quotient Q, mais c'est un quotient qui satisfait les équations qui définissent la division euclidienne. Bon. Et alors maintenant, si on applique ce genre de technique à une monade d'état, on peut faire des choses assez intéressantes. Par exemple, on peut garantir que l'état satisfait un invariant. Donc à tout moment dans le calcul, l'état satisfait la propriété inv. C'est pas compliqué, il suffit de remplacer le type des états S par un type sous-ensemble S-inv, qui est le type des états satisfaisant le prédicat inv. Mais de manière un peu plus intéressante peut-être, on peut aussi garantir que l'état évolue de manière monotone. Donc on a un certain ordre sur les états, qui relie donc deux états, et on peut montrer que les états évoluent de manière croissante pour cet ordre. Et ça, c'est avec un type de la monade d'état, de la forme pour tout état initial petit s, je vous renvoie un grand A, une valeur de type grand A, et un état final S' qui satisfait ordre de petit s'. Alors c'est un peu abstrait là, mais voilà un exemple plus concret. L'état monotone, c'est le temps. Supposons que notre état, c'est juste une date, un timestamp en anglais, une estampille temporelle. Et on a en particulier une opération de base qui permet timestamp, qui nous renvoie le temps courant et puis qui incrémente le temps. Et donc on a une intuition très forte sur le temps qui est que le temps augmente au long du calcul. Un calcul ne va pas faire revenir le temps en arrière. Il ne va pas voyager dans le temps. Et ça, on peut le garantir par typage avec une monade d'état dépendante, qui dit les calculs T de A prennent un temps initial T0, et vous renvoient une valeur de type A et un temps final, c'est T', tel que T0 est inférieur ou égal à T'. Et donc, quand vous avez un calcul C dans cette monade, que vous avez réussi à typer avec un type de la forme T de A, eh bien, vous savez que donc, si C appliqué à T1 est égal à V et T2, T2 est supérieur ou égal à T1. Il n'y a pas de retour en arrière dans le temps. Et c'est le genre de propriétés qui servent à raisonner sur les estampilles. Donc si vous prenez un timestamp, T1, vous faites un calcul dans la monade arbitrairement compliqué, vous reprenez un autre timestamp T2, et vous savez que T1 est strictement plus petit que T2, puisque le temps après le timestamp c'est T1 plus 1. F, le calcul monadique ici, ne peut pas faire reculer le temps. Donc le calcul à la fin, le temps à la fin c'est au moins T1 plus 1. Et donc T2 c'est au moins T1 plus 1. Donc T2 est forcément strictement plus grand que T1, et en particulier T1 et T2 ne peuvent pas être égaux. Donc il y a une unicité du timestamp, et ça c'est une propriété très importante. Alors bien sûr, les opérations de la monade deviennent un peu plus compliquées. Il faut intervenir ce qu'on appelle des termes de preuve. Donc là, je vous l'ai réexprimé en coq.
Donc, par exemple, pour le ret, on a besoin, bien sûr, on renvoie le même temps final que le temps initial, mais du coup, il faut renvoyer une preuve que t est inférieur ou égal à t, et cette preuve, c'est la propriété de réflexivité de l'axiome du prédicat inférieur ou égal. De même, pour le bind, il va falloir composer les temps et les preuves de monotonie, d'évolution monotone du temps par transitivité de l'ordre inférieur ou égal. Puis pour le timestamp, on a besoin d'un petit terme de preuve qui nous dit que t est inférieur ou égal à t plus 1. Mais donc on a des petits bouts de termes de preuve, c'est ennuyeux à écrire, mais ils sont bien cachés dans la monade, et maintenant les clients de la monade ne les voient pas. On programme comme en camel, après, sans termes de preuve. Bien. Alors après, on peut aller plus loin, même beaucoup plus loin, dans cette direction, et au lieu de fixer à l'avance les propriétés attendues d'un état ou de deux états, donc un invariant sur un état ou une relation entre l'état initial et l'état final, on peut aussi paramétrer la monade d'état par une précondition P et une postcondition Q quelconque. Donc, du coup, la monade d'état, elle devient donc ST, comme store, elle a 3 paramètres, donc P qui est une précondition, qui est un prédicat sur l'état initial, A qui est le type attendu des résultats, Q qui est la postcondition, c'est-à-dire un prédicat sur la valeur finale, l'état initial, la valeur finale. Et du coup, on a un type de cette forme. Donc, si un état initial S1 qui doit satisfaire la précondition P, un résultat qui est une paire de A et d'un état final S2, et tout ça qui doit satisfaire Q de A, de S1 et de S2. D'accord. Alors, c'est un peu compliqué, mais maintenant, un calcul C de type STPAQ, c'est l'équivalent fonctionnel monadique d'une commande C qui satisfait le triplet de OR, PCQ. D'accord. C'est un calcul qui, évalué dans un état initial satisfaisant la précondition P, produit une valeur A et un état final S2 satisfaisant Q. Voilà. Et donc c'est pour ça que Nanevsky et ses co-auteurs, qui ont introduit ça à la fin des années 2000, appellent ça la Hoare Type Theory, c'est-à-dire la théorie des types de Hoare. C'est un peu l'équivalent en théorie des types d'une logique de Hoare, logique de programme. Alors, le typage des opérations est extrêmement précis, mais assez horrible. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça. Mais, par exemple, pour le return, on a une postcondition qui nous dit littéralement que l'état n'a pas changé et que la valeur résultat, c'est l'argument V du ret. Et puis, pour le bind, étant donné deux calculs monadiques dans cette monade, on a un calcul, mais avec une pré- et une postcondition qui sont compliquées, parce qu'en particulier, il faut assurer que la postcondition du premier calcul implique la précondition du second calcul, parce que sinon, on n'a pas le droit de les enchaîner. D'accord ? Bon, donc je ne vais pas vous lire tout ça, vous pouvez le voir sur les transparents, parce qu'il y a une approche légèrement plus simple, qui est venue ensuite, en termes de plus faible précondition. Donc ça, c'est une autre présentation de la logique de Hoare, qui est due à Dijkstra, au milieu des années 70. Et donc Dijkstra, il a observé qu'en logique de Hoare, si vous avez une commande C et une postcondition Q, il existe une plus faible précondition P. Donc une proposition telle que le triplet de Hoare PCQ est vrai, et puis c'est la plus faible de toutes les préconditions possibles. Et qui plus est, on peut calculer cette plus faible précondition en fonction de la commande C et de la postcondition Q. Donc c'est ce qu'on note un WP, Weakest Precondition, d'accord. Et une autre manière de voir ça, de voir cette fonction WP, c'est de dire que, étant donné une commande C, son comportement est entièrement caractérisé par la fonction qui a une postcondition Q associe la plus faible précondition VPCQ. D'accord ? Donc c'est un transformateur de prédicat. Vous lui donnez une postcondition, il vous renvoie la précondition qui va avec, et d'une certaine manière, ça caractérise complètement la commande. Et donc maintenant, si on met ça à la sauce monadique, comme l'a fait Nikhil Swamy et ses co-auteurs, eh bien, on peut avoir une monade d'état, donc la monade de Dijkstra, comme il l'a appelée, qui est paramétrée maintenant par A, le type des résultats attendus du calcul, et W, qui est un transformateur de prédicat. D'accord ? Donc c'est quoi un transformateur de prédicat ? C'est une fonction qui, étant donné une postcondition au type A, vous renvoie une précondition. Une postcondition, ici, c'est juste une relation entre la valeur finale et l'état final
Alors là, c'est une présentation légèrement différente où l'état mémoire initial n'apparaît pas dans la postcondition. Et une précondition, c'est juste un prédicat sur l'état mémoire initial. Et donc la définition de cette monade, STAW, elle n'a pas beaucoup changé. Simplement, maintenant, elle prend la postcondition en argument, elle prend un état mémoire initial, qui doit satisfaire la précondition calculée par W, donc WQS1, et elle renvoie une valeur finale et un état final S2 qui satisfont la postcondition Q. Et alors, l'avantage de cette présentation, c'est que les types des opérations de la monade de Dijkstra sont légèrement plus simples que ceux de la monade de Hoare, et se prêtent un peu mieux à l'inférence par unification. Si vous vous souvenez, le séminaire d'Assia Mahboubi, Coq ou d'autres systèmes sont capables d'inférer une bonne partie des trous dans les énoncés logiques et par unification. Et donc, ce mécanisme marche mieux dans une monade de Dijkstra. Et parce que, d'une certaine manière, c'est mieux orienté, il y a plus de calculs fonctionnels. En particulier pour le bind, encore une fois, je ne vais pas vous lire tous les types, et l'idée, c'est que le transformateur de prédicat du bind, c'est en fait juste la composition des transformateurs de prédicat des deux calculs qu'on est en train d'enchaîner. Ce qui est assez satisfaisant pour l'esprit. Et par ailleurs, donc cette approche monade de Dijkstra, l'approche monade de Hoare aussi d'ailleurs, mais s'étend à d'autres effets. Par exemple que l'état mutable, par exemple la partialité, le fait qu'un calcul peut ne pas terminer, la levée d'exception, et aussi à leur combinaison. Et donc le langage F-star, c'est un exemple de langage fonctionnel avec des types dépendants, où il y a aussi des effets qui sont présentés sous forme monadique, en monade de Dijkstra, et combinés. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a un séminaire cet après-midi à l'INRIA Paris, 16h30, sur les monades de Dijkstra et comment on les dérive de manière systématique. Voilà. Mais donc il est temps de passer à la dernière partie du cours, sur les effets algébriques et les gestionnaires d'effets. Donc c'est une tentative de répondre à la question d'où viennent les effets. Dans un lambda calcul computationnel comme celui de Moji, dans une approche monadique, on sait très bien expliquer la propagation des effets, comment les effets s'enchaînent quand on séquence les calculs. Et cette description, elle est générique, elle est indépendante du type d'effet considéré. En revanche, pour chaque monade, on a des primitives qui déclenchent les effets, qui engendrent les effets. Par exemple, je ne sais pas, pour les entrées-sorties, ce seraient des opérations comme print, affiché à l'écran, ou read, lire depuis le clavier. Pour les exceptions, c'est raise. Pour l'état mutable, c'est l'opération set, d'affectation, qui engendre un effet. Pour le non déterministe, c'est les combinateurs choose et fail, choix non déterministe et échec. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut rendre compte de manière aussi générique de ces opérations de base qui engendrent les effets? Et donc la réponse, qui s'appelle les effets algébriques, donc ça a été développé. Donc c'est le résultat d'une série de travaux donc, qui ont été initiés par Plotkin et Power en 2003. Et leur réponse utilise vraiment une vision algébrique de ces opérations qui engendrent les effets. Alors, juste un petit mot pour... qu'est-ce qu'on veut dire par algébrique ici? On veut dire algébrique d'abord au sens des structures algébriques, puis au sens des types abstraits algébriques. Donc une structure algébrique en mathématiques, vous savez tout ce que c'est, mais en gros, très généralement, c'est un ensemble muni d'opérations qui satisfont des identités, des équations, des lois. Par exemple, un groupe, c'est un ensemble G avec 3 opérations. Il y a une constante, notée 1, une opération binaire, notée point, et une opération unaire, notée -1, qui est l'inverse, et qui satisfont ces identités. Le point est associatif, le 1 est élément neutre à gauche et à droite, et le -1, c'est un inverse. Donc ça, c'est une structure algébrique. Les types abstraits algébriques en informatique, c'est un petit peu la même idée. Donc on a un type abstrait, c'est-à-dire un nom de type, et puis des opérations qui ont été données sur ce type. Et les opérations sont spécifiées, partiellement ou complètement, par des équations. Par exemple, si vous avez des tableaux fonctionnels, donc avec une opération get qui prend un indice de tableau et un tableau et vous renvoie la valeur, puis une opération set qui prend un indice de tableau, une nouvelle valeur, un tableau et vous renvoie un nouveau tableau, vous avez changé la valeur à l'indice i, eh bien ces deux opérations elles sont caractérisées par ces deux équations, les équations de bonnes variables. Si vous affectez dans t à l'indice i la valeur v et que vous lisez la valeur i à l'indice i, vous allez lire la valeur v.
En revanche, si vous affectez en position J et que vous lisez à la position I différente de J, c'est la même chose que de lire à la position I dans le tableau T initial. Vous pouvez ignorer l'affectation. Donc ces deux équations en fait, caractérisent complètement les tableaux fonctionnels. Alors un autre exemple qui a été beaucoup utilisé dans la littérature sur les types abstraits algébriques, c'est les piles. Donc vous avez une constante, un petit, qui est la pile vide, et puis des opérations push, pop et top pour consulter le sommet de la pile. Et les équations, c'est que top sur une pile obtenue en empilant V sur S, c'est V, et que si vous faites pop d'une pile obtenue en empilant V sur S, vous retombez sur S. D'accord ? Donc voilà, donc un peu la même idée on a des opérations et des équations entre ces opérations qui caractérisent ce qu'elles font. Et donc, les effets algébriques, donc à la Plotkin, Power, Pretnard, etc., c'est un peu ça. Donc, on se donne une espèce de lambda calcul computationnel, avec des valeurs, donc variables, constantes, abstractions, et des calculs, qui peuvent être un calcul trivial, un séquencement de calculs, comme chez Moji, une application de fonction, ou une opération avec effet. Donc voilà, c'est ça la nouveauté. Donc c'est un terme identifié par un opérateur qui prend 0, 1 ou plusieurs valeurs en argument, et qui prend une continuation, vous pouvez lire ça comme lambda y.m, qui est le calcul qu'il faudra effectuer après, en lui passant la valeur résultante de l'opération. Et alors, on peut aussi, il y a une autre présentation, une autre notation, où les opérations ne prennent pas de continuation, donc prennent juste des arguments, et implicitement, on a une continuation triviale, lambda y val de y, et sachant que la forme avec continuation, c'est équivalent à un let monadique, let y reçoit op de v in m. D'accord ? Donc on peut jouer sur les deux présentations. Alors, comment on programme avec ça, et puis qu'est-ce qu'il y a d'algébrique là-dedans ? Donc comment on programme avec ça ? Par exemple, regardons les entrées-sorties. D'accord ? Donc on a juste deux opérations de base, deux effets de base, print, qui prend une chaîne et l'affiche à l'écran, readInt, qui renvoie un entier, et prend 0 argument. Donc voilà un petit programme, écrit dans ce style monadique avec effet algébrique, où d'abord on imprime A, puis on lit un entier, et suivant la valeur n de l'entier, si c'est négatif ou positif, si c'est négatif ou nul, on va écrire un autre message B et puis renvoyer une valeur, puis sinon on ne va rien écrire et envoyer directement une valeur. Alors une sémantique intuitive qu'on peut donner à ce genre de calcul, c'est sous forme d'un arbre d'action. Donc au nœud, vous avez des opérations, d'accord ? Par exemple ici, on va avoir print de A, et qui n'a qu'une continuation possible, qui est, pardon, c'est pas get, c'est read int ici. Donc ensuite, on va faire l'opération read int, qui elle, en revanche, a un grand nombre de sous-arbres, puisque suivant la valeur envoyée, on va faire des actions différentes. Donc il y a autant de sous-arbres que de valeurs possibles envoyées par le read int. Et donc dans les branches où readInt renvoie quelque chose de positif, on termine avec une valeur aux feuilles, d'accord, 2, 3. Et dans les branches où readInt renvoie quelque chose de négatif ou nul, on refait à nouveau un effet print, et puis on termine avec une valeur aux feuilles. D'accord. Et donc là, quelque part, ces arbres, ils sont engendrés librement par les opérations print et readInt, d'accord, parce qu'on n'a pas d'équation qui les contraint. D'accord ? Une fois que vous avez affiché quelque chose à l'écran, vous pouvez lire n'importe quelle valeur. Ça n'a pas contraint. En revanche, si vous êtes dans la monade d'état, par exemple, enfin, si votre effet maintenant c'est get et set, donc lire ou écrire dans des références, là vous avez des contraintes supplémentaires. Une fois que vous avez écrit 3 dans une référence, si vous relisez immédiatement la référence, vous allez lire 3 et non pas une valeur quelconque. D'accord ? Et donc ça, on le caractérise par des équations. Exactement comme dans les types abstraits algébriques ou comme dans la structure de groupe. Sauf que c'est des équations maintenant qui font aussi intervenir la continuation, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais par exemple, celle-ci, elle se lit comme si je fais set d'une valeur v dans l'adresse L, puis je lis l'adresse L et je continue avec la continuation lambda z.m. En fait, je peux résoudre le get immédiatement, donc c'est la même chose que d'écrire la valeur L dans la v dans la case L et de continuer avec m où z est lié par v. D'accord ? C'est la seule continuation possible. En revanche, si je fais set à une adresse L et get à une adresse L' différente, je peux commuter les deux effets. Je peux commencer par faire le get à l'adresse L', puis faire le set à l'adresse L, et c'est la même chose. D'accord ? C'est deux calculs avec effet qui sont équivalents.
Alors après, vous pouvez aussi ajouter plein d'autres règles si vous voulez être complet. Par exemple, alors je ne vais pas les lire toutes, hein, mais par exemple, une double lecture. Si vous lisez 2 fois de suite à la case mémoire L, vous obtenez la même valeur. D'accord ? Si vous lisez une valeur Y dans la case mémoire L et puis que vous affectez cette même valeur à la case L, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Lire puis réécrire la même valeur, c'est l'identité. De même, si vous écrivez 2 fois de suite à la même case mémoire, vous pouvez juste jeter la première écriture, seule la deuxième est importante. Bon, si vous faites 2 get en séquence sur des adresses différentes, vous pouvez les commuter, et 2 set sur 2 adresses différentes, vous pouvez les commuter. Donc voilà. Donc, et donc du coup, ça veut dire aussi que vous avez moins d'arbres possibles. La sémantique, c'est tous ces arbres possibles quotientés d'une certaine manière par ces équations. Voilà. Donc c'est ça les effets algébriques, d'accord. Et maintenant, l'étape d'après, c'est gérer les effets. Donc ici, on a expliqué comment on les produit, comment on les engendre. Maintenant, est-ce qu'on peut les rattraper, les exécuter, faire quelque chose avec? Alors pour les entrées-sorties, on peut se dire c'est le travail du système d'exploitation. Pour l'état mutable, on peut se dire c'est le travail de l'environnement d'exécution du langage ou même du hardware, c'est le travail de la mémoire vive. Mais il y a quand même d'autres effets où on a envie que ce soit le programme lui-même qui les gère. L'exemple typique, c'est les exceptions. Raise d'une exception, c'est un effet, ça rentre dans le cadre des effets algébriques, mais le programme a envie aussi parfois de pouvoir intercepter l'exception, intercepter cet effet, et s'il se déclenche lors de l'évaluation de A, évaluer B à la place. Donc ça, c'est les exceptions à la Camel ou à la Java. Alors, dans des langages comme Common Lisp ou Dylan, un gestionnaire d'exceptions, il a en fait accès à la continuation. Il a accès aussi à la continuation du raise. Et donc, il peut choisir de redémarrer le calcul au niveau du raise avec une autre valeur. Par exemple, je sais pas, le programme a levé une division par 0 et le gestionnaire, il dit « je vais renvoyer la valeur 0 dans ce cas-là ». Pourquoi pas? Reprendre le calcul avec la valeur 0. Mais le gestionnaire, le handler, il peut aussi choisir d'arrêter le calcul et d'envoyer une valeur, comme en Camel ou en Java. Et les gestionnaires d'effets, c'est une généralisation de cette idée, de la gestion des exceptions. Donc on ajoute à notre langage une construction, with un gestionnaire H, handler en anglais, handle les effets du calcul M. Et donc un handler, c'est une collection de cas. Donc il y a un cas pour val de x, donc ça c'est le cas où l'expression m termine normalement en renvoyant une valeur. Et le gestionnaire peut récupérer cette valeur et puis la transformer en une autre valeur ou un autre effet. Et puis il y a d'autres cas qui vont capturer certaines opérations, certains effets, hop 1, hop n, donc capturer à la fois les valeurs et la continuation passée en argument. Et donc, si un des hop i se déclenche dans M, la branche correspondance MI du gestionnaire va être appelée, avec les valeurs et la continuation correspondante. Et encore une fois, donc, le gestionnaire il peut choisir d'arrêter le calcul, il peut choisir de redémarrer la continuation K avec une autre valeur, il peut choisir de faire des choses assez étranges. Alors, juste quelques exemples, je vais déborder de 5 minutes. Quelques exemples tirés de Mattia Pretnar, le tutoriel de Pretnar. Alors, l'exemple le plus simple, c'est le gestionnaire d'exception. Donc, c'est exactement comme en Common Lisp ou en Dylan. Donc, dans A, si A renvoie une valeur X, normalement, on renvoie aussi la même valeur. En revanche, si A déclenche l'effet raise avec la valeur d'exception E et la continuation K, on peut soit relancer la continuation K avec une nouvelle valeur, soit arrêter le calcul avec un résultat B quelconque. Alors un exemple un peu bizarre, donc si vous avez l'effet print, celui qui affiche à l'écran, vous pouvez inverser l'ordre des impressions faites par A. Donc vous interceptez l'effet print, et puis au lieu d'imprimer tout de suite, vous relancez la continuation, pour que A continue son calcul, et une fois que A a terminé, vous affichez S. Donc vous voyez bien que vous êtes en train d'inverser l'ordre dans lequel les messages sont affichés. Ce qui n'est pas très intéressant, mais montre quand même la puissance du mécanisme. Alors un exemple, toujours à base d'interception de print, mais un peu moins stupide, on veut intercepter les prints pour construire un journal des messages affichés. Au lieu de les imprimer à l'écran, on va les concaténer dans une chaîne.
Et donc là, c'est un exemple qui montre qu'un handler un gestionnaire d'effets peut changer le type des calculs, puisque maintenant, le calcul qui avant renvoyait une valeur de type A va maintenant renvoyer une valeur de type A et une chaîne de caractères, qui est la concaténation des messages. Et donc, si le calcul termine normalement par val de x, bah, il n'a fait aucun print, donc le journal, c'est la chaîne vide. En revanche, s'il fait un print, on l'intercepte, on fait le reste du calcul, qui nous donne tous les textes imprimés, ACK, et on concatène le message S à cet accumulateur. Et ça commence à ressembler un peu à la monade writer, d'ailleurs, mais qu'on a, d'une certaine manière, remise a posteriori sur un calcul qui, lui, était plutôt exprimé en termes d'une monade d'entrée-sortie. Bon, encore deux exemples, puis j'arrête. Le non-déterminisme par backtracking. Alors, il faut tordre un petit peu la présentation qu'on avait avant, choose et fail, pour que ça rentre dans le cadre des effets. Donc, on va dire que choose, c'est juste une primitive qui renvoie un booléen non déterministe, vrai ou faux. Et du coup, vous pouvez faire un choose entre deux expressions en faisant if choose, then A, else B. D'accord. Donc, si maintenant choose, c'est juste un effet qui renvoie un booléen, ben, l'idée, c'est qu'on va appeler la continuation sur true et sur false. Et par exemple, on peut dire, ben, je vais déjà l'appeler avec true, d'accord, mais en interceptant l'effet fail. Donc si le calcul K, la continuation, échoue dans le cas true, d'accord, eh bien je vais faire un backtrack et je vais réexécuter la continuation avec la valeur false. D'accord. Et donc comme ça, à force de backtracker, je vais bien finir par obtenir une combinaison où le calcul non déterministe n'échoue pas. Et ça va me donner donc un résultat possible. Alors oui, là on n'a pas tous les résultats possibles, mais ça peut aussi se faire, cette fois-là en appelant systématiquement K sur false et sur true, et en combinant les résultats. Et puis pour finir, on peut même implémenter son propre état mutable, même si ce n'est pas forcément très intéressant. Et là aussi, on est en train de changer le type des calculs. Donc pour passer un état, donc juste renvoyer une valeur x, ça devient une fonction qui attend un état initial s et renvoie x à l'état final s. Et puis get et set deviennent des effets qu'on intercepte. Et encore une fois, on rajoute un passage d'état, d'accord, qui ici est inchangé, mais nous sert à trouver la valeur L de courante dans S et à le passer à la continuation K. Et pour l'effet set, bien sûr, c'est ça qui va nous permettre de changer l'état et de relancer la continuation K, mais avec un autre état. Bon, voilà. Donc je ne vais pas aller tellement plus loin là-dessus. Donc juste pour vous dire qu'il y a plein de choses, il y a plein de travaux en cours là-dessus. Par exemple, comment est-ce qu'on type un calcul avec des effets algébriques et des gestionnaires d'effets. Donc, on veut pouvoir garder trace des effets dans les types des calculs. Donc, il y a plusieurs langages, language designs et implémentations de calcul avec des effets. Donc, F, qui est le plus proche de ce que je vous ai montré, Frank, qui est un peu plus ambitieux, et puis une intégration en cours dans OCaml, dans la branche multicore OCaml, parce que ce type d'effet et de gestionnaire d'effets peut aussi servir à faire de la concurrence, des calculs concurrents. Voilà, bon, mais écoutez, il est temps que j'arrête. Et donc, en guise de conclusion, donc ces effets monadiques, ces effets algébriques, bon, ce n'est pas forcément un très grand succès pour l'approche Curie-Howard, soyons francs. Les liens avec la logique mathématique sont faibles et pas particulièrement inspirants. En revanche, je pense que c'est un grand succès pour l'approche dite catégorique des langages de programmation, où on cherche vraiment l'inspiration dans la théorie des catégories, dans des structures bien comprises ou à comprendre dans la théorie des catégories pour concevoir le langage. Et Moji, dès son papier de 91, revendique d'avoir suivi cette approche. D'accord ? Donc il affirme, il dit que oui, logiquement, la théorie des catégories vient avant le lambda calcul, même si historiquement on a commencé par développer le lambda calcul, et puis 30 ans plus tard on a trouvé une interprétation en termes de catégories cartésiennes fermées. Mais donc Moji dit non, finalement, logiquement c'est l'inverse, on part des notions catégoriques et on trouve le langage qui va avec, et c'est comme ça que je vais trouver mon lambda calcul computationnel. À partir de cette intuition catégorique de monade, etc.
Voilà, donc merci pour votre attention, tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et